Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence. Donc moi je suis Floriane, chargée de projet prévention à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Donc la Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose plusieurs actions en ligne aux thématiques multiples. Et donc, pour cette séance, nous avons prévu de vous sensibiliser à l'alimentation avec notre action, le microbiote intestinal, ces bactéries qui nous veulent du bien. Eh ben, bienvenue à tous, du coup, pour cette conférence sur le microbiote intestinal. Donc, je m'appelle Mallory Ferrec et je suis diététicienne nutritionniste. Comme l'a dit Floriane, voilà, on va être ensemble pour 1 heure. On va essayer, du coup, je vais essayer de vous faire l'intervention en 30-45 minutes pour vous laisser le temps aux questions. Comme l'a dit Floriane, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra en fonction de vos demandes. Bon, déjà, là, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Il y aura plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, on va voir en fait qu'est-ce que le microbiote intestinal. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Comment maintenir et avoir un microbiote intestinal qui est équilibré. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui du microbiote. Et il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses et la supplémentation fait partie. Et donc, on va se demander si est-ce que c'est vraiment nécessaire et si oui, à quelle période. Du coup, la partie 1, comme je vous l'ai dit, sera consacrée à qu'est-ce que le microbiote intestinal? Bah, déjà, je vais vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que le microbiote intestinal? Je vais essayer de regarder le chat en même temps. Du coup, le microbiote intestinal, en fait, on appelle aussi flore intestinale, on entend les 2 souvent. C'est l'ensemble des micro-organismes, donc que ce soit des bactéries, virus, parasites et champignons. Donc ça peut peut-être déjà répondre à une question où j'avais entendu parler de cellules, qu'est-ce que le microbiote? Voilà. Le microbiote, c'est ça, c'est un ensemble de ça qui vivent dans un environnement spécifique et qui ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux pour l'homme. Notre corps, en fait, il est composé de plusieurs microbiotes. Il y a pas que le microbiote intestinal. On en a aussi au niveau de la peau, dans la bouche, on en a dans les poumons, dans le vagin. Mais le microbiote intestinal, en fait, c'est le plus important d'entre eux. On le verra après, ça va être l'une des questions. Mais c'est beaucoup plus important que tous les microbiotes réunis. Et du coup, ce qui est important, en fait, c'est que notre microbiote, avec notre organisme, ça soit en symbiose. Alors, qu'est-ce que la symbiose, du coup? C'est vraiment l'association de ces différents organismes et qui soient bénéfiques pour chacun d'entre eux, qui vont s'aider, en fait, les uns les autres, se nourrir, ils sont indispensables ensemble. Donc, on voit un petit peu sur la photo, c'est imagé, mais on voit, voilà, qu'il y a plusieurs, couleurs, plusieurs formes et c'est un petit peu ça, en fait. C'est la cohabitation de plusieurs, organismes ensemble. Donc voilà pour vous faire un petit peu un topo sur le microbiote. Du coup, comme je vous ai dit que le microbiote était le plus important de tous les microbiotes, le microbiote intestinal, pardon, combien vous pensez qu'il pèse dans notre organisme? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ou est-ce que du coup maintenant c'est vrai que c'est des micro-organismes, alors on pourrait se dire que c'est léger, c'est lourd, comme c'est une quantité? Je vais essayer de regarder le chat. Alors il y a des réponses, il y a 2 kilos, 500 grammes, 1 kilo, 5 kilos. Bon, il y a une bonne réponse, je pense c'est une personne qui s'est renseignée avant l'atelier ou alors elle est trop forte. En fait, ça pèse 2 kilos. En fait, la flore intestinale, elle a 100 000 milliards de micro-organismes. C'est énorme, c'est que c'est on a du mal à imaginer tout ce qui se passe dans notre ventre, mais cela correspond du coup à 2 kilos. Donc on voit notre ventre autrement après, cette information. C'est bon, on a 2 kilos dans le micro-organisme. Et du coup, pourquoi on parle tant du microbiote intestinal? C'est parce qu'il a beaucoup de bénéfices pour notre santé. Donc on va voir, il y a plusieurs thématiques, notamment dans la digestion. En fait, il va fermenter des fibres qui sont dites non digestibles. Pour vous faire un petit topo, sur les fibres, en fait, les fibres, donc c'est une partie des aliments, des végétaux ou des céréales qui ne sont pas digérés, donc ils sont pas absorbés ou ils sont pas utilisés pendant la digestion et on retrouve 2 types de fibres. Donc on a tout ce qui est fibres solubles et fibres insolubles. Les fibres solubles, donc comme on le dit, elles sont solubles dans l'eau et du coup, quand elles vont rentrer en contact avec un liquide, elles vont avoir un aspect un peu visqueux qui va permettre le glissement des résidus alimentaires. Du coup, ce glissement, il va permettre de diminuer l'absorption des graisses, mais également de diminuer l'absorption, de ralentir sur l'absorption des sucres. Donc du coup, ça va avoir un effet de prévention sur les maladies cardiovasculaires et sur le diabète de type 2. Et ça va permettre également du coup de prévenir la diarrhée puisqu'on va éliminer plus facilement en stimulant, la digestion.
Donc ça, c'est tout ce qui est fibres solubles et on le verra, on les appelle aussi les fibres fermentescibles. Mais on va le voir un petit peu après, on va pas mettre trop de gros mots dès le début. Donc on a tout ce qui est fibres solubles et puis également on a les fibres insolubles, donc elles sont pas solubles dans l'eau et du coup, en contact avec des aliments et de l'eau, elles vont gonfler et ça va stimuler aussi également la digestion et ça va prévenir la constipation. Donc voilà un petit peu pour parler des fibres, ça vous aidera après d'avoir cette, petite notion. Donc à part la fermentation du coup des fibres qui sont non digestibles, on a également la production d'acides gras qui sont bénéfiques pour nos cellules intestinales. Alors qu'est-ce qu'une cellule intestinale? Vous le voyez à droite en fait, c'est les 4 petits carrés qu'on voit roses avec la cellule à l'intérieur, le rond bleu et donc le rond bleu, c'est la cellule et au-dessus, vous voyez les villosités intestinales. C'est ce qui va permettre d'avoir une absorption en fait au niveau, des intestins. Donc ça, c'est pour toute la digestion en général. Donc ça va faciliter l'absorption de nutriments en fait en passant par ces villosités et ça va également participer à la synthèse des vitamines K et de certaines vitamines du groupe B. Donc c'est déjà pas mal. Il y a également un rôle immunitaire, ça va stimuler en fait le système immunitaire en ayant des propriétés anti-inflammatoires et en protégeant en fait les micro-organismes pathogènes. Donc on a vu tout à l'heure que le microbiote intestinal, c'était des bactéries, des choses qui étaient non pathogènes, donc qui étaient pas, dangereux pour l'homme, bon en tout cas qui n'entraînaient pas de maladie. Là, donc ça protège contre les micro-organismes qui peuvent entraîner des maladies, donc qui sont pathogènes. Donc, pour protéger, en fait, tous ces micro-organismes pathogènes, ça protège la paroi intestinale pour éviter que ça passe par ces fameuses, villosités. Et il y a également un rôle neurologique. On dit maintenant que le microbiote, ben, en tout cas le ventre, c'est notre deuxième cerveau, mais c'est pas pour rien. Il y a un lien avec le microbiote et du coup, le rôle neurologique, ça va produire des substances comme la sérotonine. Alors souvent, on en entend parler, c'est de l'hormone du bonheur. Donc en fait, notre ventre viendrait influencer nos humeurs et particulièrement le microbiote. Donc on voit que pour tout ça, en fait, c'est vraiment un organe, on pourrait dire, à part entière, hein, vraiment qui constitue, quelque chose dans notre ventre et qui va influencer beaucoup de choses. La digestion, ça, je pense que vous vous en doutiez, mais qui a un rôle avec l'immunité et un rôle neurologique. C'est vrai que c'est des choses qui sont moins évidentes, qu'on entend moins parler. Donc du coup, pour avoir, le mot microbiote, en fait, ça permettrait de prévenir plein de maladies. Alors attention, du coup, un petit bémol, donc on parle de maladies métaboliques comme l'obésité, des maladies pardon, c'est la fin de journée, dégénératives, de cancer et de dépression, mais ces pathologies, elles sont multifactorielles. Donc on va pas dire que le microbiote, avoir un bon microbiote, ça va permettre de guérir, mais ça va permettre de prévenir l'apparition peut-être de facteurs de risque, qui pourraient entraîner, ce type de pathologie. Mais alors du coup, c'est vrai que parfois le microbiote intestinal, il peut être altéré, donc c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Tout à l'heure, on avait la symbiose, donc on voyait que voilà, tous les microbiotes devaient vivre ensemble et c'est ce qui faisait qu'il y avait un bon microbiote. Donc des fois, ça peut être altéré et donc c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Donc c'est quand c'est déséquilibré, il y a un déséquilibre. Est-ce que, vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait altérer du coup, le microbiote intestinal? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit altéré? Qu'il y ait une dysbiose? Je vous laisse répondre dans le chat. Attends, je vais le regarder. Le stress, l'alimentation, oui. Alors la gastro, du coup, ça peut être après la prise d'antibiotiques, voilà. Bon, il y en a plein. Pour m'en citer plein. Alors donc là, on le voit, il y a une petite photo ça pouvait un peu imager ce que je disais là, le microbiote, donc quand il est en symbiose, c'est la petite photo qu'on a vue tout à l'heure et là en dysbiose. Donc on voit, voilà, il y a beaucoup moins d'espèces, elles sont plus petites, il y en a moins, c'est moins varié, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre. Du coup, les causes, il y en a plusieurs. Donc il y a la consommation d'alcool. Les infections également, les traitements médicamenteux, donc vous l'avez dit, les antibiotiques, notamment, le stress et la mauvaise alimentation. Je pense que je n'ai rien à vous apprendre, vous aviez tout mis dans le chat. Mais voilà, c'est les principales causes, en fait, qui peuvent altérer le microbiote intestinal. Il y a également des personnes, donc qui peut-être, personnes d'entre vous, qui sont atteintes de MICI, donc c'est les maladies intestinales chroniques inflammatoires, comme la maladie de Crohn, par exemple, et ils sont liés, donc c'est une des parties, c'est pas la seule, cause, mais à une mauvaise qualité, en fait, du microbiote intestinal. Donc qui n'est pas forcément la cause, enfin, souvent les maladies de Crohn, c'est jeune. Donc quand on est jeune, souvent on boit pas d'alcool ou les traitements médicamenteux, on n'en prend pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a d'autres causes. Là, c'est vraiment les causes, nous, qu'on peut contrôler quand on a une maladie de Crohn. C'est pas parce qu'on a bu trop d'alcool. C'est un raccourci, qui ne peut pas être fait. Et comment savoir du coup si vous, vous avez votre microbiote est en symbiose ou en dysbiose? Alors vous avez
plusieurs désagréments qui peuvent être, rencontrés. Alors souvent quand je mets cette diapo, toutes les personnes du coup qui viennent me disent: «Mais c'est sûr, je suis en dysbiose, j'ai toujours au moins un des facteurs que vous m'avez énoncés». Donc on va voir à la fin, il y a vraiment plusieurs, caractéristiques. Donc ça en est en fait les problèmes digestifs, si vous avez des ballonnements, des douleurs au ventre, une indigestion, une mauvaise haleine, dans des constipations ou diarrhées, des déficiences également en vitamines et minéraux, des problèmes immunitaires, alors là, il y a les allergies en ce moment, mais également des infections, des problèmes de peau, acné, eczéma, psoriasis. Donc là, vous voyez que c'est un peu en lien aussi avec le stress. Souvent, on dit que l'acné ou bah, l'acné, l'eczéma, surtout le psoriasis, ça peut être dû au stress. Donc il y a des choses, vous voyez, c'est les mêmes facteurs de risque. On a les troubles du comportement aussi, tout ce qui est dépression, stress, anxiété, la fatigue chronique et une prise de poids. Voilà, ça peut être du coup des choses qui vous montrent que, vous avez peut-être, une dysbiose. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez une dysbiose et on verra tout à l'heure, on fera un petit test. Mais c'est vrai quand, je montre cette diapo, tout le monde a peur. Une petite question du coup sur le microbiote, est-ce que vous pensez qu'il évolue tout au long de notre vie ou est-ce que vous pensez qu'on est alors je parle du microbiote intestinal, hein, quand je dis ça, ou est-ce que vous pensez qu'on est avec un microbiote et qu'il n'évolue pas, qu'il ne change pas? Quel est votre avis? Il évolue, oui, oui, oui. Tout le monde a la bonne réponse. Du coup, voilà le schéma un petit peu de l'évolution de notre microbiote. Donc, comme vous l'avez dit, oui, il évolue tout au long de notre vie. Donc, on voit un petit peu quand on est bébé, voilà, il y a des petites souches, voilà, qui arrivent, qui sont là, qui sont présentes et qui vont faire que grandir, que se multiplier, se diversifier à l'âge adulte. Après, c'est reste stable. Vous voyez, il y a quand même 3 étapes, bébé, adulte, senior. Il y a pas beaucoup de stades dans la vie, on verra pourquoi. Et quand on devient donc, senior, les plus de 60 ans, donc, désolée, je sais que des fois on s'identifie pas vraiment à 60 ans en tant que senior. Mais voilà, à partir de 60 ans, on a le microbiote qui commence à diminuer. Donc voilà, comme je le disais, donc un peu plus en détail, à la naissance, en fait, le microbiote, il est transmis, par la maman, en fait, au nourrisson. Donc le microbiote des bébés qui sont nés par voie basse est plus important, du coup, parce qu'ils sont nés par, voie basse et du coup, ils prennent le microbiote vaginal de la maman. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait plusieurs microbiotes, donc le microbiote vaginal en fait partie. Il va se diversifier du coup et se conserver toute notre vie. Donc c'est ce qu'on appelle le microbiote résident. Il va évoluer après en fonction de notre environnement, notre hygiène de vie, donc notre lieu de vie aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant d'études qui font en lien avec, l'environnement, la pollution, qu'on peut avoir autour de nous également. Donc tout ça, ça va jouer, mais encore plus, du coup, on le voit, en fait, à partir de 3 ans, le microbiote, il est dit adulte, donc il va rester plus ou moins stable. Donc dans cette période, en fait, de 0 3 ans, c'est là qu'il va se jouer beaucoup de choses pour notre microbiote. Donc si vous avez 59 ans ou 60 ans, ne vous inquiétez pas, on peut encore, évoluer. Mais si vous êtes grands-parents ou si vous êtes parents, c'est qu'il y a beaucoup de l'alimentation, l'hygiène, le lieu de vie, l'environnement, tout ce qui est, voilà, santé environnementale autour de votre petit, ça va jouer, beaucoup sur son microbiote. Donc on le voit du coup à l'âge adulte, il y a pas vraiment de changement, à part le fait du coup qu'il y a des variations d'hormones sexuelles à des moments, donc la puberté qui va venir jouer du coup et évoluer le microbiote, venir faire évoluer pardon le microbiote et on a aussi la ménopause, pour la femme et donc comme je vous l'ai dit également, à partir de 60 ans, on a un microbiote du coup qui s'appauvrit légèrement, en vieillissant. Alors est-ce qu'il y a déjà des questions? Je Oui, regarde. il y en avait déjà un peu Ah bah, avant. Est-ce qu'il y a des archées dans le microbiote? est-ce qu'il y a pardon des archers? Oui, dans le microbiote. Donc je m'y connais pas autant, archer, ça doit être vraiment très spécifique. Je sais pas si la personne peut éclaircir sa question. Après si tu veux, je peux répondre à des autres en attendant. Alors la suivante était, est-ce que c'est nécessaire de booster le microbiote en prenant des compléments alimentaires? Alors Personnellement, je ne prends pas de compléments alimentaires. super. Ah bah, du coup, on va le voir, c'est vraiment la troisième partie du coup de cette conférence. On va voir justement si c'est utile. Alors pas des compléments alimentaires du coup, mais on va voir ce qui s'appelle des probiotiques ou des prébiotiques. Donc les compléments alimentaires, ça ne servira pas pour le microbiote, ça servira pour d'autres choses. Mais ça du coup, ça fera l'objet de la 3e partie et j'y répondrai. Et après, il y avait, que se passe-t-il en cas de gastro-entérite? Eh ben, on va le voir, en fait. C'est vrai que, du coup, quand on est malade, on a tendance à avoir surtout quand on est malade et qu'on prend des médicaments,
on va avoir une tendance à, du coup, à appauvrir notre microbiote intestinal et c'est là peut-être qu'il va falloir l'aider. Alors on va le voir pas forcément avec des prises, mais aussi avec l'alimentation, ça joue beaucoup. Donc ça, je c'est pareil, j'y répondrai après, mais c'est vrai que ça diminue notre microbiote, il va falloir du coup, agir. Je vois un dernier commentaire par rapport aux archées. Trois grands groupes du vivant, archées, bactéries et eucaryotes, donc plantes. Oui, alors là, j'ai un prof de SVT. Alors du coup, la question de base, c'était: «Est-ce qu'il y a des archées?» Oui, alors je remonte Alors dessus. normalement, le microbiote intestinal, c'est vraiment des bactéries, des virus, comme je l'ai vu tout à bah, vraiment la première question. J'ai jamais entendu parler d'archées, Est-ce qu'il y a mais des archées dans le microbiote? Ouais. voilà, peut-être que c'est à creuser, en tout cas, ce n'est pas ce qui ressort dans les définitions. Et il y a Mais une pardon. oui, vas-y. Non, j'allais dire qu'il y avait une dernière question, donc je te laisse. Vas-y, vas-y. Le rôle du microbiote dans le côlon irritable. Ah bah, oui, bah, c'est ce qu'on a vu de ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, le côlon irritable. Alors c'est pas classé encore comme maladie, bah, comme la maladie de Crohn, mais on sait du coup que c'est le syndrome du côlon irritable et enfin, oui, ça a un lien parce que, bah, le côlon irritable, comme on le dit, c'est le côlon, ça fait partie des intestins. Il y a un microbiote à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles. Il faudra faire attention du coup plus à la consommation de fibres, mais on va le voir tout à l'heure justement, mais oui, il y a disons qu'il y a pas forcément un lien en disant on a un bah, notre microbiote est plus faible alors on a un côlon irritable, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus si on a un syndrome du côlon irritable, on va faire attention du coup à notre alimentation pour éviter de trop irriter les intestins et puis d'essayer d'avoir un microbiote qui soit, ben, en bonne santé. Parce que c'est vrai que dès qu'on a des pathologies, ben, on a vu, hein, ça aide au système immunitaire, on va tendance à avoir être plus malade dès qu'on a des petits soucis, donc du coup voilà, on va voir équilibrer son alimentation, c'est hyper important, quand on a le côlon irritable. Je sais pas si c'est tout bon, Floriane, ou? Oui, là, il y a plus de questions, merci. OK, super. Bah, du coup, je vais vous proposer de passer à la 2e partie, du coup. Alors, si mon ordi veut bien suivre. Du coup, c'est comment faire pour avoir un microbiote, du coup, intestinal qui soit équilibré? Alors là, je vais vous parler du coup de termes. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Donc je vous parlais tout à l'heure, il existe des probiotiques et des prébiotiques. Donc on va vraiment vulgariser ça. Le but, c'est que tout le monde comprenne. Donc le mot probiotique, donc ça vient du latin pro, bios, voilà, ça signifie pour la vie. Et d'après l'OMS, donc les probiotiques sont des micro-organismes vivants, c'est important, c'est des vivants, qui sont administrés en quantité adéquate et qui sont bénéfiques pour la santé de l'hôte. En fait, ce qu'on appelle, pour vulgariser, les probiotiques, c'est ce qui fait partie de notre microbiote intestinal. C'est ces fameuses bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle probiotiques. Donc l'alimentation variée, du coup, qui contient des aliments riches et probiotiques, est bénéfique pour notre microbiote. Mais du coup, à votre avis, donc je vous ai mis une petite liste pour que ça se trouve, depuis le début, vous avez les réponses, donc peut-être que vous les avez aussi. Donc ils sont contenus dans des aliments, les probiotiques, mais lesquels? Quels aliments, du coup, parmi ces listes, contiennent des probiotiques? Est-ce que vous pensez que la viande contient des probiotiques, la farine, les yaourts, les légumineuses? Alors, les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges. Les fruits, du coup, le lait, les fromages en tout genre, on a mis des exemples, les brocolis, la choucroute, les olives et cornichons, le kombucha et les endives. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui on veut? Je vais ouvrir le chat également. Alors, je vois fruits, légumes, légumineuses, yaourt, kombucha, hop, le kéfir. Il y a pas mal de réponses. Je vais mettre fin au suspense. Alors, les aliments du coup qui sont riches en probiotiques. Ce sont tous pardon, les aliments donc comme le yaourt, le lait, le fromage, la choucroute, les olives et le kombucha. Alors, si vous voyez, je pense qu'il y a des personnes qui l'avaient marqué dans le chat. Tout ce qui est probiotique, en fait, ils sont contenus dans les aliments qui sont fermentés. Donc en fait, les yaourts, ça provient du lait fermenté, donc avec le lait, les fromages, la choucroute, qui est issue d'une fermentation, les cornichons, le kombucha, donc c'est des boissons qui sont fermentées. Tout ce qui est, voilà, c'est tout ce qui est aliments qui sont fermentés, qui sont riches en probiotiques. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. On va voir après pourquoi. Donc voilà, bon, je vous ai mis une petite liste. Yaourt, c'est vraiment les réponses. Pain au levain, du coup, tout ce qui a eu une fermentation. La levure de bière aussi également. Voilà, tous ces éléments. Donc tout à l'heure, il y avait marqué lait, c'est les laits fermentés, bien sûr, hein, pas le lait classique. Pour ajouter des ferments.
Donc on a de la famille donc des probiotiques et on a la famille des prébiotiques et c'est vrai, souvent on les confond et on ne sait pas vraiment, ce qu'ils signifient. Donc probiotiques, c'est vraiment des micro-organismes vivants qui sont contenus du coup qui forment le microbiote intestinal ou une grande partie du microbiote intestinal et qui sont contenus du coup dans tout ce qui est, alimentation fermentée. Et on a du coup les prébiotiques, donc probiotiques, donc on a mis la définition latin aussi, c'est prébios qui signifie avant la vie. Et du coup, ces prébiotiques ils sont pardon, contenus dans les fibres. Donc surtout, vous voyez, ce qu'on voyait tout à l'heure, tout ce qui était fibres solubles, fibres insolubles. Du coup, les fibres donc composées de glucides qui sont non digestibles, ce que je vous disais tout à l'heure, et du coup, ils vont être fermentés par les probiotiques. Donc en fait, les prébiotiques, si je peux me permettre de vulgariser, c'est l'alimentation des probiotiques. On a des probiotiques dans notre microbiote, plus ou moins en fonction de la richesse de notre microbiote, mais pour qu'ils se développent et pour qu'ils arrivent à vivre en symbiose, il va falloir leur donner des prébiotiques. C'est ce qui va les nourrir et ce qui va favoriser leur augmentation et du coup permettre de garder l'équilibre du microbiote. Alors où sont les aliments qui sont riches, on va les voir en prébiotiques, ce sera après, mais en général, en fait, c'est tous les légumes, tous les fruits, donc tous les végétaux et tout ce qui est produits complets. On parle beaucoup aujourd'hui de céréales complètes, donc le riz complet, le pain complet. Voilà, ça va être tous les aliments complets et les fruits et les légumes. Donc, pour arriver, à avoir un bon microbiote, il y a une quantité, donc le programme national nutrition santé, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un programme qui sort en général tous les 4-5 ans et qui nous donne un peu les directives sur l'alimentation. C'est les fameux, manger 5 fruits et légumes par jour, les produits laitiers, voilà, c'est le programme national qui va d'ailleurs, évoluer l'année prochaine. Et ce programme, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faudrait consommer du coup 25 grammes de fibres par jour pour le microbiote, entre autres, mais aussi pour plein d'autres raisons. C'est vraiment bon pour la santé. Ça va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, les fibres, d'éviter d'avoir une augmentation de la glycémie et de prévenir le diabète de type 2. Du coup, de limiter aussi l'absorption des graisses et du coup de prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça a un lien également avec les cancers. Donc vraiment, il y a une importance cruciale à consommer des fibres dans notre alimentation tous les jours. Et ils ont mis cette recommandation parce que on le sait, en fait, en France, on consomme très peu, de fibres. Donc on va voir après tous les aliments aussi qui sont, riches en fibres. Ne vous inquiétez pas, c'est faisable. Du coup, là, j'ai mis quelques exemples. Vous avez la banane, du coup, qui contient 3 grammes de fibres, les tranches de pain complet, donc on le voyait tout à l'heure, le pain complet, qui contient beaucoup de fibres également. La portion de lentilles, donc je vous disais tout à l'heure, les lentilles, ça fait partie de la famille des légumineuses, comme les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches. Ça contient également énormément de fibres. Et les carottes. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est fruits, légumes et céréales complètes. Et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'anticipe ce que je vais vous dire, mais voilà, ça permet d'améliorer le contrôle de notre glycémie et de diminuer notre taux de cholestérol. Du coup, la liste des aliments riches en prébiotiques, donc voilà, vous avez céréales complètes, légumineuses, donc on a mis quelques légumes, tout ce qui est légumes verts, en fait, il y aura un peu plus de prébiotiques. Les oignons, l'ail, les condiments, bananes, chicorée et le miel, il également est riche en probiotiques. Et en fait, pour avoir un bon microbiote intestinal, la base, c'est d'avoir un bon équilibre entre les probiotiques et les prébiotiques. Donc comme vous l'avez vu, en fait, c'est d'avoir en fait, on va le voir après, hein, mais c'est les recommandations que vous avez dans le PNNS quand on vous dit: «Consommez 5 fruits et légumes par jour, introduisez donc des légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, haricots rouges dans votre alimentation, buvez de l'eau, consommez des produits laitiers». Mais en fait, c'est pour tout ça. Quand on construit le PNNS, c'est que derrière, il y a des études, il y a des recherches et pour qu'on soit en bonne santé et du coup, le microbiote intestinal, ça fait partie intégrante de la bonne santé. Donc il y a pas de je vais pas apprendre des nouvelles choses sur, il faut maintenant que vous introduisiez, une nouveauté dans votre alimentation. Non, en fait, il suffit juste d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir un microbiote en bonne santé. Donc la diapositive suivante, elle va aller dans le même sens. En fait, qu'est-ce qui peut venir altérer, la dysbiose? Il y a quels aliments? Parce que tout à l'heure, on a vu que tout ce qui était le stress, ça va avoir une influence sur le microbiote, tout ce qui était les médicaments, pardon, mais il y a également l'alimentation. Donc on a tout ce qui est édulcorant, les sucres raffinés, les aliments qui sont faibles en fibres, les émulsifiants, donc tout ce qui est additif et les graisses saturées. Alors pourquoi ça va entraîner une dysbiose du coup dans le microbiote intestinal? Parce qu'en fait ça va favoriser la croissance de bactéries du coup dans les intestins qui sont dites elles pathogènes. Comme on disait tout à l'heure, c'est des bactéries du coup qui peuvent entraîner des maladies. Et du coup, le fait qu'il y ait un développement de ces bactéries qui sont plus pathogènes, eh ben, ça va réduire la diversité des espèces qui sont bénéfiques pour notre microbiote.
Donc voilà, c'est pas pour rien aussi quand on dit, dans l'alimentation, bah, voilà, réduire la quantité de sucre. On dit jamais de supprimer le sucre, mais voilà, de le limiter et de le consommer en quantité raisonnable, quand on en consomme. Donc ça va me faire venir aux recommandations. Je vais vous refaire juste un petit point, comme je vous parlais un petit peu des règles à de dans bah, des règles, des conduites à tenir, on va dire. Il y a vraiment pas de règles en alimentation, mais des conduites à tenir. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite photo, qui est augmentée à levert réduire. Donc c'est sorti au dernier plan national, nutrition santé. Le but, voilà, c'était d'augmenter, donc ça va reprendre ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais d'augmenter tout ce qui est fruits et légumes, les légumes secs. C'est vrai que les légumes secs, en fait, avant, on les classifiait dans les fruits et légumes ou dans les féculents. On savait pas vraiment où les mettre et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les légumes secs, on le verra plus tard, ils sont très riches en fibres, mais c'est également très riche en protéines végétales et du coup, il fallait vraiment qu'ils aient une famille à part entière. Donc maintenant, c'est une famille et on le verra plus tard, mais vous pouvez nous mettre dans le chat d'ailleurs combien vous pensez qu'il faut consommer de légumes secs par semaine? J'aimerais bien voir si, depuis tout à l'heure, vous avez les bonnes réponses. En attendant, du coup, je vais vous parler de bah, pas de toutes les recommandations, mais ce qui a un lien en tout cas avec le microbiote, donc les fruits et légumes. On vous dit souvent, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 5 portions de fruits et légumes par jour. Alors, dans l'idéal, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Alors souvent, on est un peu perdu parce qu'on se dit: «C'est quoi une portion? Est-ce que quand j'ai mangé une soupe et qu'il y a, des carottes, des potimarrons, des navets, j'ai mangé, c'est bon, j'ai mangé déjà 3 portions?» Non, c'est pas vraiment ça. Donc une portion, c'est quoi? Comme vous le voyez, bah, on se voit pas. C'est vrai que dans les ateliers physiques, on se voit et on s'amuse à comparer nos mains, à les faire chevaucher. Parce que si vous avez une personne à côté de vous, si vous êtes 2 à regarder, vous pouvez vous amuser et vous verrez, à part si vous faites la même taille, la même morphologie, mais souvent, on a des mains différentes et ce qui montre bien qu'on a tous des besoins différents. Donc une portion, c'est quoi? On va vous prenez votre main, ça va être votre repère et ce qui est en lien avec vos besoins. Et donc voilà, une portion, c'est l'équivalent de votre main et ça représente à peu près 80 à 100 grammes. On n'aime pas trop parler en poids, voilà, ça fait des repères, plus faciles. Donc vous voyez des exemples, donc la moitié de l'assiette en légumes cuits, des petites assiettes de crudités, un bol de soupe de lait. Donc vous voyez, la soupe de légumes, c'est une portion de légumes. Ce n'est pas, 3 si on a mis 3 légumes. Donc l'ananas, les cerises, on dit trois quatre poignées. C'est vrai que c'est difficile la bonne poignée quand c'est la saison de se limiter, je sais. Mais voilà, il faut alterner. Donc, quand il y a la saison des cerises, il y a la saison des abricots aussi. Donc, on alterne, voilà, avec 2 abricots, une poire ou du coup une compote, on va voir après, ça peut être aussi, un faux ami, la compote, à voir en fonction. Attention aux fruits séchés, on voit beaucoup les abricots secs, notamment les abricots secs ou même, les poires séchées, je vois, ou les pommes. Imaginez-les réhydratés, parce que souvent, on a tendance à prendre une bonne poignée d'abricots secs, comme on prendrait une bonne poignée de noix. Imaginez-les réhydratés parce qu'en fait, les fruits secs, pardon, on a enlevé l'eau, il reste plus que le sucre. Donc ça, c'est un produit sucré, en fait, ce n'est plus vraiment un fruit. Donc attention, ça peut devenir que c'est une sucrerie, en fait. Alors, je vous ai mis un petit topo, mais je vais aller rapidement. Comment les consommer? Du coup, sur toutes leurs formes, frais, surgelés, en conserve, cuits ou crus, des compotes, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est sans sucre ajouté, en soupe et ce qui est important, en fait, c'est de manger les fruits et légumes de saison. Ils vont être beaucoup plus riches en vitamines et en minéraux et ça aussi, ça va aider notre corps et si possible, bio. Mais déjà, si on le prend de saison et local, dans le petit, producteur du coin, c'est encore mieux. Et puis si des fois on se dit: «Oh mais j'ai pas le temps là de cuisiner», prenez les légumes surgelés. En fait, les légumes surgelés, ils ont vraiment été cueillis à maturité, ils ont beaucoup de vitamines, de minéraux, ils ont pas été en conserve avec un autre produit, il y a pas eu de diffusion, voilà. Vraiment, je vous donne un conseil et si vous avez aussi des envies d'hors saison, ça peut nous arriver des fois, je sais pas moi, en hiver, moi personnellement là, je suis à Perpignan et c'est vrai que des fois en décembre, il fait chaud déjà et du coup, on peut avoir envie subitement d'une glace et c'est pas la saison, mais on prend des framboises surgelées, au lieu de les acheter fraîches et puis on les met dans un robot et on les consomme ou on les fait décongeler, ou on les met dans une salade de fruits, par exemple. Mais voilà, ayez plutôt le réflexe de quand vous voulez du hors saison, de prendre surgelé ou quand vous avez pas le temps, du surgelé. Attention, quand je dis légumes surgelés, c'est des légumes nature ou des fruits nature, c'est pas les poêlés avec, toutes les légumes que vous pouvez retrouver. Voilà, petite parenthèse. Attention, comme je vous disais, aux faux amis. Du coup, les jus de fruits, quels qu'ils soient, hein, même si c'est vous qui les pressez à la maison, ce n'est plus, du coup, un fruit. Ça contient plus, du coup, les fibres, ces fameuses fibres qui sont intéressantes pour notre microbiote. On ne les a plus parce que quand vous pressez le fruit, en fait, on récupère que le jus. On mange pas les fibres qui sont à l'intérieur comme si vous mangez une orange.
Donc voilà, ce n'est pas apparenté à un fruit non plus. Tout ce qui est boisson aromatisée aux fruits, soda, les nectars de fruits également, tout ce qui est yaourt aux fruits. Tout à l'heure, quand on voyait donc que les yaourts étaient bénéfiques, pour notre microbiote, c'est des yaourts nature. Du moment, en fait, qu'on ajoute, des morceaux de fruits, du sucre, comme on a vu tout à l'heure, le sucre, en fait, ça va altérer notre microbiote intestinal, donc du coup, ça c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est vraiment les yaourts nature et tout ce qui est confiture également parce que c'est du sucre. Mais ça, du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la dysbiose. On a également tout ce qui est légumes secs, donc au moins 2 fois par semaine. Voilà, ce que je vous disais, c'est une nouvelle famille. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient réagi dans le chat pour donner des fréquences de consommation par semaine, mais au moins 2 fois par semaine et je pense que, bah, alors tant mieux si vous le faites, mais c'est vrai que quand on fait les ateliers, on se rend compte et même, moi, hein, la première, qu'on n'a pas le réflexe de consommer, plus que ça les légumes secs et encore moins 2 fois par semaine. Donc voilà, on a plein de variétés qui existent, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. On voit en photo, il y a les haricots rouges, les haricots blancs. Il y a vraiment plein de sortes, de les consommer et pourquoi les consommer? Comme je vous disais tout à l'heure, ils sont naturellement riches en fibres, donc il y a énormément de fibres. Donc je vous disais, les fibres, c'est vraiment les légumes, les fruits, les légumes secs, et les céréales complètes, j'en oubliais un. Et du coup, ils vont avoir cette richesse en fibres, mais également des richesses en protéines végétales. Alors ça peut vous aider, je fais une petite aparté, mais on dit souvent que voilà, les protéines végétales sont moins bien absorbées que les protéines animales. Une protéine, en fait, pour vous la faire simple, c'est comme un collier de perles. Et dans les protéines végétales, il en manque une qu'on retrouve dans les féculents. C'est vraiment... Et du coup, pour avoir une meilleure absorption des protéines végétales, il faut les associer avec des féculents. Et c'est ce qu'on voit souvent, par exemple, dans les chilis. Alors, sans la viande parce qu'il y a déjà assez de protéines, mais on marie du coup du riz et des haricots rouges. Dans le couscous, il va y avoir de la semoule et des pois chiches. Voilà, il y a déjà des choses qui sont faites et puis si vous avez du mal à consommer, des légumes secs et des féculents, vous pouvez également, par exemple, manger un plat de lentilles et si, vous prenez du fromage avec du pain, par exemple, le fait que vous ayez le pain et les légumes secs dans le même repas, ça fonctionne. Donc voilà et ça, c'est vraiment les légumes secs, c'est hyper important pour votre microbiote parce qu'ils sont hyper riches en fibres. Donc voilà, ce que je vous ai dit, naturellement riche en fibres et une source de protéines végétales. Donc comment les consommer? Je vous l'ai dit, avec associé à des féculents et des légumes, en remplacement du coup de la viande, de la volaille ou en crudité, en entrée. On voit des fois des salades de tomates avec des pois chiches, par exemple. Si vous les achetez frais, si vous avez le temps, pensez à les faire tremper et quand vous les cuisinez également, de faire 2 cuissons ou avec du bicarbonate pour mieux les digérer. Et sinon, vous pouvez les acheter alors surgelés, j'en vois moins, mais en conserve, voilà, c'est déjà une alternative, et les lentilles, il faut savoir qu'il y a des, légumes secs qui ont pas forcément besoin de trempage comme les lentilles. Ça peut être plus simple déjà dans un premier temps si vous en consommez, pas beaucoup. Vous avez également du coup tout ce qui est féculents complet. Alors il faut savoir que les féculents, ils sont consommés tous les jours et même on dit à tous les repas parce que c'est vraiment le carburant de notre organisme et du coup, pour notre microbiote intestinal et pour notre santé en général, il est recommandé de les consommer complets. Donc vous avez tout ce qui est pain complet, riz complet, pâtes complètes. Attention au complet, du coup, si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, ne videz pas tous vos placards de riz blanc ou de pâtes blanches et ne les remplissez pas tout avec du complet, parce que du coup, ça va être un peu plus difficile à digérer. Comme on l'a vu, du coup, il y a toujours cette histoire de fibres à digérer, ça prend du temps. Et donc, du coup, je vous conseille quand même de passer au semi-complet et de pas le faire tous les jours. Voilà, essayez de, comme tout, dès qu'on fait un changement, il faut y aller petit à petit. Et ben, pour les céréales complètes, c'est pareil. On y va petit à petit. Et puis si vous le pouvez, le mieux quand on consomme des choses complètes, c'est de les consommer bio. Parce qu'en fait, quand on garde les céréales complètes, on garde l'enveloppe du grain et c'est là où il y a le plus de traitement. Du coup, c'est vrai qu'on dit que c'est quand même mieux de le prendre bio, mais il y a toujours cette balance. C'est quand même mieux de consommer du pain, par exemple, complet, que du consommer du pain blanc, du pain complet non bio, pardon. Donc voilà un peu pour comment nourrir son microbiote et comment faire pour qu'il soit en bonne santé. Est-ce Il y qu'il y a des a des questions. Vas-y. Alors déjà, il y avait une question qui avait été posée avant que le webinaire commence. C'est l'état bon ou mauvais du microbiote peut-il avoir une influence directe ou indirecte sur celui de la voix? Alors si on parle de la voix, ma voix là quand je Oui, parle, VOIX, oui. non, bah, j'ai quand même lu, quand on a fait ce diaporama, on s'est renseigné beaucoup et j'ai pas vu d'études qui faisaient le lien entre la voix, alors j'imagine que c'est la perte de voix du coup, ou alors la sonorité de sa voix, je sais pas, mais non, je n'ai jamais entendu ça. Merci.
Et ensuite, il y avait d'autres questions quand tu listais là les aliments. Oui, Euh, non, une première question déjà sur au niveau de la portion, quand tu parlais de la portion d'une main, oui. une dame a demandé si c'est la portion d'aliments crus ou cuits. Alors on dit comment vous allez la consommer. Donc si c'est quelque chose que vous allez consommer cru, c'est portion crue. Si vous parlez par exemple de pâtes ou de riz, ça va être la portion cuite dans votre aliment. En fait, quand on parle de portion, c'est la portion que vous allez consommer. Donc voilà, c'est que ce soit cru ou cuit. Du coup, c'est en fonction de votre main. Et ensuite, donc dans le listing des aliments, est-ce que le quinoa, le sarrasin et le maïs, Alors du euh, coup, c'est ce qu'on appelle des féculents. Donc voilà. oui, en fait, c'est des féculents qui sont complets. Alors sarrasin, c'est un autre type, je vois comme le pain de seigle. Alors ça dépend parce s'ils vont utiliser une farine complète, mais en général, quand même, les personnes qui utilisent du pain de seigle, c'est souvent complet, et du coup, on peut l'assimiler à du pain complet. Quinoa, sarrasin, oui, c'est moins transformé. Le quinoa, en tout cas, c'est moins transformé. Donc non, ça dépend en fait de ce qu'on achète, c'est comme des pâtes ou du riz. Et je vois le maïs, non, le maïs, c'est pas un féculent, c'est pas un céréal complet. Il est vraiment le maïs entre deux, entre un céréal et un légume, on ne sait pas encore où le positionner. Mais en tout cas, il faut en consommer aussi parce qu'il contient des fibres. Mais il a quand même une richesse en glucides complexes, qu'on appelle les féculents, en fait, donc on ne sait pas encore où le mettre. Et la pomme de terre, en fait, il y a pas de, il n'existe pas de pomme de terre complète, donc elle contient peu de fibres, beaucoup d'amidon. J'avais vu tout à l'heure une question aussi sur je l'ai vu passer. C'était sur l'accouchement. Et du coup, les personnes dans l'accouchement en césarienne, je crois. Mais oui, du coup, en fait, quand on est par voie basse, il y a un microbiote qui est plus important. Alors maintenant, ils enveloppent du coup les bébés pour essayer d'augmenter leur microbiote. Ça se fait dans certains hôpitaux. Mais oui, du coup, il y a une influence déjà dès la naissance. La Et qualité. là, Ah, oui, la pardon. qualité des aliments conservants. Je me suis Voilà. associée. Comme je disais, en fait, il y a tout ce qui est en tout cas légumes et fruits, c'est quand même mieux de les fruits au sirop, voilà, que vous pouvez retrouver en conserve, ou les légumes comme les haricots verts, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi, les lentilles, voilà. C'est quand même mieux de les acheter surgelés. Les lentilles, c'est un mauvais exemple. Mais tout ce qui est légumes et fruits, je vous conseille quand même de les consommer plus surgelés qu'en conserve, parce qu'en conserve, souvent, on rajoute beaucoup de sel et on rajoute des additifs pour les conserver. Et si vous voulez, en fait, les aliments, c'est comme un peu notre corps, il aime être à l'équilibre. Et du coup, quand on met un aliment dans conserve, l'aliment, si la conserve est... Bon, je prends un exemple. Imaginons, l'aliment, contenait beaucoup de vitamines. Alors, quand il est en conserve, du coup, il en a plus trop. Mais voilà, imaginons, il a des vitamines et le liquide dans lequel il baigne n'a pas de vitamines. Et ben, du coup, hop, les vitamines vont aller dans le liquide pour que ça soit à l'équilibre. Et du coup, souvent, quand on consomme des choses en conserve, on jette, et d'ailleurs, il faut pas le consommer, c'est normal, on le jette, mais du coup, on jette une partie des vitamines, des minéraux, et du coup, c'est vrai que c'est moins intéressant. Et je vois du coup les pois chiches en conserve. C'est comme tout à l'heure, je disais la balance, et c'est un peu comme les aliments en conserve. C'est mieux que rien du tout. Si vous consommez pas de pois chiches et que moi la première on n'a pas le temps, des fois on prend pas le temps aussi, mais de faire tremper parce que les pois chiches, contrairement aux lentilles, il faut les faire tremper. Alors si on pense pas à les faire tremper la veille quand on veut les manger le lendemain, de les prendre en conserve, c'est déjà une bonne alternative et ça permettra de les consommer au moins 2 fois par semaine. Après, si vous avez le temps et si vous avez envie d'expérimenter et si vous planifiez vos repas aussi, alors ça c'est des autres ateliers qu'on fait sur la planification des repas, ça s'appelle le batch cooking. Si vous avez vos repas qui sont préparés à l'avance et que vous savez que mardi vous allez manger en entrée, je sais pas, des pois chiches ou un couscous, le lundi vous pouvez déjà anticiper de les faire tremper. Si dans votre quotidien vous êtes plus, vous courez partout et vous n'avez pas forcément le temps aussi quand vous vous posez d'avoir pensé que le lendemain vous allez manger des pois chiches, je vous conseille de les prendre en conserve. Du coup, les épices, je j'ai jamais trop entendu parler de lien avec le microbiote intestinal, mais c'est peut-être à creuser, mais en tout cas, c'est pas, ce qui ressort le plus, des études. Alors, l'intolérance au lait de vache, donc c'est l'intolérance aux protéines de lait vache et du coup, il y a des tests, pour ça et non, du coup, le lait, il est justement bon le lait fermenté est bon pour le microbiote. Après le lait, classique, il y a pas non plus de choses qui nous montrent que ça pourrait altérer, le microbiote.
Est-ce qu'une consultation chez une nutritionniste pourrait être remboursée par une mutuelle? Et bah, du coup, ça je vous invite à regarder votre tableau des mutuelles, parce qu'en effet, maintenant, il y a quelques mutuelles qui, prennent un forfait pour les remboursements de diététiciennes. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est marqué dans votre, ou demandez, appelez votre mutuelle et vous pouvez demander si, c'est pris en charge, mais en effet, certaines, mutuelles les remboursent. Est-il bien de prendre des microbiotes en frais et à quelle saison? Alors, je ne sais pas si vous me parlez de supplémentation du coup, en probiotiques ou prébiotiques ou alors de prendre des microbiotes? Oui, Oui, c'est on la peut faire. supplémentation, d'accord. Et bah, du coup, ça va être la je vous cache peut-être, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est la partie 3. La supplémentation en probiotiques est-elle nécessaire? Vous me faites une parfaite transition. Du coup, afin de rééquilibrer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, des fois la flore, elle peut être en dysbose et afin de la rééquilibrer, donc on peut se demander, est-ce que c'est nécessaire de prendre des probiotiques? Sous forme de compléments alimentaires, donc on voyait tout à l'heure. Du coup, l'entretien du microbiote, comme je vous le disais, il se fait surtout grâce à l'alimentation, l'association pardon, d'une alimentation qui est riche en probiotiques et en prébiotiques. Donc je vais pas me répéter, c'est exactement ce que je viens de vous dire, tout ce qui était équilibre alimentaire. En revanche, c'est vrai qu'il y a des périodes où des compléments probiotiques qui vont permettre de renforcer temporairement notre flore intestinale. Donc on peut faire des cures et on va voir à quel moment. Mais attention parce qu'à la différence des bactéries qui sont résidentes, comme on l'a vu, le microbiote résident, on l'a vu au tout début de l'intervention, les probiotiques, eux, ils vont juste transiter en fait par le tube digestif, mais ils vont pas coloniser, ils vont pas rester. Donc on va voir après du coup il existe aussi différentes souches de probiotiques. On le voit sur les paquets quand vous allez en pharmacie, et elles ont pas toutes le même effet sur l'organisme. Donc on va voir un petit peu tout ça. Du coup, dans quel cas ça peut être utile de prendre des compléments en probiotiques? Quand vous prenez des antibiotiques, on l'a vu tout à l'heure, les médicaments et surtout les antibiotiques, ils vont venir appauvrir notre flore intestinale. Donc, il est conseillé d'en prendre pendant. Et si sur le moment vous n'avez pas eu le réflexe et on vous a pas, à la pharmacie, on vous a pas dit, bah, tenez des probiotiques comme vous prenez des antibiotiques, vous pouvez également les prendre après. Attention, dans tous les cas, bon, dans tous les cas, ce que je vous dis, il faut demander à votre médecin, mais souvent les pharmaciens, ils vous le diront. Il faut pas prendre, les antibiotiques et les probiotiques, au même moment. Il faut souvent les espacer pour que chacun ait son effet. Donc ça peut être utile également si vous avez des maladies inflammatoires maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, comme il était demandé dans la question tout à l'heure. Si vous avez également souvent des infections vaginales et pour stimuler du coup le système immunitaire quand on arrive dans des périodes hivernales, par exemple. Et c'est vrai qu'on il peut y avoir des interrogations parce que, comme je vous disais au tout début de l'intervention, on parle de plus en plus du microbiote et du coup de plus en plus de: «Est-ce qu'il faut supplémenter? Et si on en prend alors qu'on n'en avait pas besoin, est-ce que ça peut avoir des conséquences?» Ben non. En fait, les études montrent qu'il y a pas vraiment d'effets nocifs, qui sont mis en évidence. Et il y a peut-être des effets indésirables sur des personnes qui avaient déjà, en fait, des pathologies comme, syndrome du grêle court, donc c'est l'intestin grêle court, les MICI ou des personnes qui sont immunodéprimées, où ça peut avoir des effets nocifs. Mais c'est pour ça, en fait, qu'on a mis en bas, dans tous les cas, dès que vous prenez quelque chose qui est hors, votre quotidien, demandez toujours conseil à votre médecin parce que c'est lui qui vous connaît le mieux. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais des souches. Donc, en cas de supplémentation, donc faut savoir que l'efficacité, elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Tout d'abord, des types de souches microbiotes. Donc ça, c'est en fonction de la raison pour laquelle vous allez les prendre, qu'il y a une souche qui sera plus adaptée à une autre. Alors ça, du coup, il faut demander à votre médecin. Il faut également avoir une quantité de souches adéquate. Il faut au minimum 4 souches différentes pour qu'il y ait un rôle dans le microbiote. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le microbiote, c'est un ensemble. Pour que ça soit en symbiose, il faut qu'il y ait différentes souches, différentes bactéries en fait, on l'a vu tout à l'heure, elles s'entraident entre elles, elles se nourrissent, elles se font multiplier et c'est ce qui permet qu'elles vivent tout simplement. Donc il faut au minimum 4 souches différentes. Il faut également une quantité de probiotiques qui soit égale à un minimum de 2 milliards de bactéries par jour. Donc dans les gélules, donc ça dépend vraiment, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, demandez à votre médecin et regardez la notice aussi des probiotiques. Il y a des probiotiques où vous allez les prendre en une prise dans la journée. Il y en a où ça va être 2, des fois c'est 3 pour les repas. Mais dans la totalité, il faut qu'il y ait un minimum de 2 milliards de bactéries par jour. Du coup, vous le verrez aussi leur gastro-résistance, comme je disais tout à l'heure, quand vous allez les avaler, ils vont pas rester, il va avoir une digestion et il va avoir une digestion gastrique. Il y a l'estomac, il est très acide et du coup, il peut faire qu'il va détruire certaines souches. Donc c'est pour ça déjà qu'il en faut beaucoup et parce que du coup, si elles sont pas très résistantes, donc ça c'est pareil, en parler avec votre médecin et comme on l'a vu tout à l'heure, il faut la présence de prébiotiques parce que c'est eux qui vont venir nourrir les probiotiques. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, l'alimentation équilibrée, en cas de prise de probiotiques, elle est essentielle. Et donc pas de dosage standard, pardon, à toutes les souches, ils sont tous différents, ils ont tous, comme je vous l'ai dit, un effet différent sur votre santé. Donc c'est vraiment à parler à votre médecin et en fonction de votre problématique,
une souche sera plus importante qu'une autre. Du coup, si vous avez bien, compris tout ce que je vous ai dit, ce qu'il faut en retenir de ce microbiote intestinal, c'est que pour être en bonne santé et pour notre organisme, en fait, il faut que ça soit en symbiose. Il faut que notre microbiote soit en symbiose avec notre organisme et il faut que tout soit équilibré. On l'a vu, la flore intestinale, elle évolue au cours de la vie. Si vous avez pris des médicaments, si vous avez eu du stress au long de votre vie, si vous avez quelques pathologies, voilà, ça peut évoluer. Mais quand on a des déséquilibres, donc voilà, souvent causés par la mauvaise alimentation, la prise d'antibiotiques, quand on a des ça va engendrer du coup, on disait des agréments digestifs, comme vous l'avez tout à l'heure, les diarrhées, souvent c'est la cause. Des problèmes cutanés aussi ou comportementaux, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça avait aussi un rôle, neurologique. Donc voilà, quand il y a un déséquilibre, vous savez maintenant comment agir et en retrouvant du coup tout ce qui est alimentation équilibrée, en nourrissant votre microbiote avec des probiotiques et des prébiotiques ensemble, parce que ça va ensemble et de consommer du coup, quotidiennement ce que je vous l'ai dit, voilà, pour entretenir votre flore intestinale. Et les probiotiques, donc c'est ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que c'est suffisant dans les aliments. Les personnes qui ont pas de pathologie particulière n'ont pas forcément besoin de prendre de probiotiques. Du moment que vous avez une alimentation équilibrée, ça suffit, vous avez pas forcément besoin. Alors avant de faire le petit test du coup que je vous avais, promis en début d'atelier pour savoir si votre microbiote est en bonne santé, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, il y avait la question: des taches rouges sur le visage peuvent-elles être dues à un déséquilibre du microbiote? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour chaque, problématique de santé, il y a différentes causes. On peut pas associer tout le temps, si on a un problème rouge, ça peut être dû au stress, mais du coup, le stress va faire qu'il y a un microbiote qui sera plus altéré. Donc peut-être que ça va jouer, mais peut-être que c'était pas la 1re intention. En fait, il y a peut-être quelque chose au-dessus. Donc non, là, de toute façon, dès qu'on a des problèmes de peau, je vous conseille d'aller voir un dermato, même si je sais qu'il y a de l'attente avant de pouvoir en consulter un. Alors, peut-on choisir les sous dont on a besoin en fonction des symptômes, plutôt que de demander au médecin? Alors si le médecin justement c'est lui qui aura les réponses, parce que c'est vraiment et en plus, si vous prenez des traitements ou si vous avez d'autres pathologies, vous allez peut-être vous dire: «Ah bah tiens ce probiotique il est marqué pour contre la diarrhée». Mais ça se trouve en fait il faut pas le prendre si vous avez cette pathologie-là aussi. Donc il faut toujours se référer à un médecin traitant avant de prendre, quoi que ce soit. Du coup tu m'as parlé des diapos. Oui, qu'est-ce qui empêcherait les prébiotiques d'évoluer en probiotiques? Alors là, du coup, je vais peut-être que je me suis mal exprimée, mais vraiment les prébiotiques et les probiotiques, c'est 2 choses différentes. Les probiotiques, comme on l'a vu, c'est les bactéries, c'est quelque chose de vivant qui sont dans, le microbiote intestinal et les prébiotiques, ça va être tout ce qui est aliments riches en fibres, du coup, qui va venir nourrir les probiotiques. Mais il y en a pas un qui se transforme en autre, c'est complètement différent. Quelle est la différence entre microbiote et microbiome? Alors là, on me pose, une question. Je Le microbiome, du coup, c'est vraiment commun à tout l'organisme, alors que le microbiote, du coup, bah, là, comme on l'a vu, c'est le microbiote intestinal. Mais j'avoue que là, la question, je ne sais pas. Les Hem, probiotiques, du coup, ça va dépendre aussi des probiotiques, comme je vous le disais, selon la quantité de souches qu'il y a à l'intérieur, selon s'ils vont être résistants par rapport à la au passage dans l'estomac, pardon. Ça dépend vraiment de chaque probiotique. Et du coup, l'effet d'une cure, bah, normalement, si en fait vous avez nourri votre probiotique, ils sont censés rester. Si vous avez une alimentation équilibrée, ça va rester le temps si à part si vous avez une problématique comme on l'a vu tout à l'heure ou si vous avez avoir un stress ou prendre un médicament, mais sinon normalement l'effet il est durable. Donc je vois que peut-on faire contre les ballonnements et les flatulences? Donc c'est sûr qu'il y a des comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est tout ce qui est question de fibres. Si vous avez des désordres intestinaux, c'est vrai qu'à un moment, je sais pas si alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne connais pas vos habitudes alimentaires et ce que vous consommez. Mais tout comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est, riche, bah, tout ce qui est céréales complets, riz complet, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de fibres et du coup, plus il y a beaucoup de fibres, plus il y a un moment à digérer et plus du coup, ça peut fermenter et avoir ces problèmes de flatulence. Donc ça, c'est vraiment ça dépend aussi et puis malheureusement, il y a pas une réponse à cette question, ça dépend vraiment de vous, de vos consommations. Il y a d'autres choses qui peuvent faire. Donc essayez de voir justement en faisant des tests si, vous consommez complet, est-ce que de prendre semi-complet, pour le moment ou d'essayer de consommer moins, peut-être plus de la semoule ou du riz classique, voir si ça peut agir. Peut-être également qu'il y a un légume, qui agit plus sur vous, de faire des en fait, en testant, du coup, ça va être le plus simple pour vous. Là, je pourrais pas vous donner une réponse, magique, désolée.
Alors le sel de Nigari ou le magnésium. Alors le magnésium, c'est une vitamine un minéral pardon, donc ça va avoir un effet, sur la globalité, pas forcément sur le microbiote et le sel de Nigari, je vous avoue, je ne sais pas. J'en ai entendu parler surtout justement parce que c'est riche, on dit des fois en magnésium, de faire des bains de pieds, du coup en sel de Nigari parce qu'au niveau des pieds, il y a beaucoup plus, l'absorption qui est plus importante. Mais alors pour le microbiote, enfin, il faut pas avoir trop de sel non plus, comme on l'a vu, tout ce qui est sucre, sel, c'est pas forcément super bon pour le microbiote. Mais après, il y a va pas avoir une grosse incidence, dessus. Il y a eu des demandes pour revoir des diapos, donc celle des probiotiques et celle des différentes souches. OK, bah, je vous montre les probiotiques, mais voilà, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est, aliments fermentés, c'est les probiotiques. Tout ce qui est aliments riches en fibres, c'est les prébiotiques. Voilà pour que vous soyez simple et si vous parce que vous allez pas forcément avoir tout le temps votre liste devant vous, là, ça peut vous aider. Mais voilà, c'est un moyen mémotechnique, tout ce qui est voilà, je vous disais, tout ce qui est fermenté, si vous prenez du kombucha, des boissons fermentées, voilà, tout ça, ça peut, aider. Il y aura une question sur la greffe de microbiote aussi. Oui, ah bah, alors c'est des choses qui se font, en fait, qui sont en expérimentation pour les personnes qui ont des pathologies, comme la maladie de Crohn, par exemple. On essaie de voir si le fait d'implanter un microbiote qui va être beaucoup plus riche pourrait, limiter, du coup, les crises qu'on voit dans les maladies, la maladie de Crohn, notamment. Voilà, c'est en test. Peut-être que dans 10 ans, voilà, je referai cette intervention et je vous dirai: «Mais c'est miraculeux pour les personnes qui ont des problématiques». En tout cas, si vous n'avez pas forcément de problème, digestif ou d'autres, hein, parce que ça se trouve dans 5 ans, on verra d'autres liens et puis on se dira que c'est hyper important pour d'autres, pathologies. Mais pour le moment, voilà, c'est juste, des expérimentations et c'est pas encore il y a certaines études qui le prouvent, mais alors avant que, voilà, que ça soit il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, et beaucoup de tests, donc voilà, pour l'instant, c'est à l'état d'expérimentation. Alors, je vais juste vous faire un petit test pour les personnes qui sont, encore avec nous. C'est ce qu'on fait en atelier pour voir à peu près si, de l'état de votre microbiote. Donc je vous invite tous à prendre vos 10 doigts, donc c'est pour vous avez pas de caméra, je pense qu'on vous voit pas, mais les mettre devant vos yeux et à chaque fois que je vais dire une phrase et si vous vous reconnaissez dans celle-ci, vous baissez un doigt et on verra en fait à la fin de ces 12 propositions combien de doigts il vous reste et ce que cela signifie. Du coup, vous avez vos 10 doigts. Si vous ressentez au quotidien, du coup, des problèmes digestifs, donc bon, plusieurs fois par semaine, j'ai dit au quotidien, c'est ce que ça signifie, des douleurs abdominales, des indigestions, des ballonnements, des phénomènes de constipation ou de diarrhée, du coup, c'est vraiment plusieurs fois par semaine, j'aurais pu le mettre en gras, c'est pas des choses occasionnelles. Si ça vous arrive plusieurs fois par semaine, vous pouvez déjà baisser un doigt. Si, vous avez fait une prise de sang et qui a révélé, du coup, que vous avez des carences en vitamines du groupe B ou en minéraux comme le fer et le calcium, vous pouvez également baisser un doigt. Si vous avez tendance à prendre du poids rapidement, vous pouvez également baisser un doigt. Si vous avez des problèmes de peau, tout ce qui est boutons, eczéma. Si vous développez des réactions allergiques fréquentes et vous êtes sensible aux infections, dès que vous allez faire quelque chose, je sais pas moi, vous allez, souvent on dit aux oreilles, mais quand vous allez vous égratigner, à chaque fois, c'est une infection. Vous ressentez également une fatigue constante. Vous vous sentez souvent d'une humeur dépressive, vous ressentez beaucoup d'anxiété. Alors bien sûr, ça a un lien avec le microbiote, mais du coup, ça a un lien aussi avec votre environnement, je pense que vous l'avez compris. Si vous avez fréquemment de fortes envies de sucré ou de salé, si vous mangez moins de 4 fruits et légumes par jour, donc là j'espère qu'avec la petite slide que je vous ai fait, vous avez une notion plus des portions. Si vous ne consommez pas des féculents ou des légumes alors des féculents complets, hein, ou des légumineuses au minimum une fois par jour, féculents, enfin, c'est mieux quand même complet. Si vous buvez souvent des boissons alcoolisées, et si vous prenez ou si vous avez pris récemment un traitement antibiotique. Voilà, j'espère qu'il vous reste des doigts sur votre main, mais du coup, s'il vous en reste moins de 6, il Une se dame qui a ses 10, ah, tu as 10? qui a ses 10 doigts Tu as ces 10 doigts? de le. Bravo. C'est que je pense que vous avez suivi du coup tout ce qu'on a dit depuis le début. Vous avez une alimentation équilibrée, riche du coup en prébiotiques et en probiotiques, puisque ça fait partie de l'alimentation équilibrée, c'est au top. Si vous en avez moins de 6, du coup, c'est possible que vous ayez des petits déséquilibres au niveau de votre microbiote. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite, à part si c'est vraiment des gros troubles qui vous invitent à consulter votre médecin, mais dans un premier temps, voilà, c'est de réfléchir à votre alimentation, de se dire bon, on peut pas tout changer d'un coup, mais déjà un petit pas et un petit changement, ça peut vous faire du bien. Donc si vous ne consommiez pas de légumes secs, avant cette intervention, bah, peut-être déjà d'en consommer une fois par semaine
Et puis après, peut-être dans un mois, vous en consommerez 2 parce que vous allez prendre goût, vous allez tester des nouvelles recettes. Il y a plein de recettes qui existent sur internet. C'est vrai qu'il faut juste se lancer parce que souvent le problème c'est qu'on n'a pas d'idée. On se dit mais comment on va faire? Les pois chiches, mais qu'est-ce que c'est les pois chiches? C'est fade, je vais pas en manger. Voilà. N'hésitez pas à regarder, à être curieux sur l'alimentation. C'est vraiment, je pense que pour aimer cuisiner, il faut aimer être curieux. Et si on n'aime pas cuisiner, du coup, ben, on s'en réfère à la personne avec qui on vit ou on regarde vite fait sur Internet. Il y a des applications aussi qui existent pour vous faire des menus équilibrés. La boîte à menus, par exemple, ou les applications qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une alimentation qui est riche en légumes, en fruits, en céréales, donc complets ou semi-complets si on n'a pas l'habitude et en légumes secs, c'est vraiment crucial. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci Mallory. Il y avait trois questions avant que tu Oui, entames le test. C'était le thé noir est-il un thé fermenté? non. Le gluten a-t-il des effets indésirables sur le microbiote? Alors ça dépend. En fait, c'est tout ce qui est effet de balance. Si on en consomme trop, ça peut entraîner des désordres, pas forcément sur le microbiote, mais déjà dans un confort digestif, on va dire. Mais tout est question de balance. Et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du gluten, mais parce que le gluten, avant, on le retrouvait dans les féculents, hein. C'est la protéine du blé, entre autres. Et du coup, maintenant, on en retrouve partout parce qu'on s'en sert comme additif. Donc, c'est le trop plein qui peut entraîner du coup des désordres. Mais si on consomme une alimentation équilibrée, qu'on n'a pas beaucoup d'aliments qui sont transformés et qu'on consomme des produits voilà, riches en des féculents complets, il y a pas d'effet indésirable sur le microbiote. Après, je dis il n'y a pas d'effet, je parle toujours des personnes qui... Je parle de la globalité. Après, on est tous, chacun, voilà, comme je disais, on a tous nos besoins et puis on a tous aussi nos tolérances. Faire plusieurs Bien. coloscopies, Oui. peut-il endommager le microbiote? Bah, je dirais que non, à première vue, parce que le microbiote est quand même plus haut. Mais c'est une bonne question. J'avoue, je ne veux pas dire de bêtises. J'aurais dit non comme ça. Alors non, je vois la non-consommation de yaourt, c'est-il une source de déséquilibre? Alors c'est mieux, mais comme on dit dans l'alimentation, si vous aimez pas les yaourts, je vais pas vous dire il faut manger des yaourts pour avoir un bon microbiote intestinal. Non, après vous allez retrouver, voilà, il y a les fermentés. On a vu qu'il y avait plein d'autres aliments qui étaient fermentés. Si vous consommez pas un aliment dans la liste, c'est pas grave. C'est une règle générale. Parfait. Bah, merci beaucoup à tous. À bientôt. Bonne fin de journée.